Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de littérature destiné aux étudiants de deuxième année PES de français. Ce cours s'intitule « Le XVIe siècle en France, humanisme et Renaissance ». Le XVIe siècle en France est une période marquée par d'importants bouleversements politiques, religieux, sociaux et culturels qui ont profondément façonné l'histoire de la France. C'est un siècle complexe de tensions et de transformations entre la fin du Moyen Âge et le début de l'époque moderne. Le XVIe siècle marque une période d'épanouissement des arts et des lettres sous l'influence de l'Antiquité et de l'Italie. L'humanisme, quête de sagesse humaine, devient le courant de pensée dominant. Cette époque voit également l'émergence du centralisme monarchique et les guerres de religion qui suivirent la réforme protestante. Passons à la diapo suivante sur l'essor de la Renaissance française. Nous allons commencer tout d'abord par la Renaissance des arts. L'Italie, berceau de l'humanisme, exerce une forte influence sur la France au XVe siècle. Des penseurs comme Pétrarque ou Érasme sont lus et commentés en France, et des figures comme Geoffroy de la Tour-Landry et François Rabelais en sont des représentants. Les arts sont aussi marqués par des artistes tels que Jean Clouet, François Clouet et Pierre de Ronsard, le célèbre poète de la Pléiade, mais aussi par l'architecture de châteaux comme ceux de Blois et de Fontainebleau. Pour ce qui est du mécénat royal, le mécénat royal au XVIe siècle en France a joué un rôle majeur dans l'épanouissement de la Renaissance française, en particulier sous les règnes de François Ier et d'Henri II. Ce mécénat s'est manifesté par un soutien actif des arts, des lettres, des sciences et par l'accueil d'artistes, d'architectes, de penseurs et de savants qui ont contribué à faire de la France un centre intellectuel et culturel de l'Europe. François Ier, né en 1515 et mort en 1547, est souvent considéré comme l'un des plus grands mécènes de la Renaissance française. Son engagement dans les arts et la culture a été un facteur déterminant dans le développement artistique de la période. Il est l'exemple même du mécène absolu, désireux de faire rayonner la France et d'imposer sa grandeur culturelle en Europe. Prenons à titre d'exemple le célèbre peintre et inventeur Léonard de Vinci. En 1516, François Ier invite Léonard de Vinci, l'un des plus grands génies de l'époque, à venir s'installer en France. Ce dernier est installé à Amboise, où il passe les dernières années de sa vie. François Ier lui offre un logement et une pension, et la présence de Léonard de Vinci influence profondément l'art et la culture en France. Parmi les œuvres de Léonard qui arrivent en France, on trouve la célèbre Mona Lisa que François Ier fait transporter au château de Fontainebleau. Troisième colonne, l'humanisme en France. L'humanisme est un mouvement intellectuel qui valorise l'étude des classiques, du latin et du grec, de la culture antique et de l'individu. C'est l'un des précurseurs essentiels de la Renaissance du XVIe siècle. Ce dernier se développe avec une remise en question des dogmes médiévaux et une valorisation de l'individu et de l'humain. L'épanouissement des arts et de la littérature. Le XVIe siècle en France est marqué par un immense bouillonnement artistique alimenté par les progrès de la Renaissance en Italie, mais aussi, comme évoqué précédemment, par la particularité de la cour royale française qui devient un foyer de création et de mécénat. Le XVIe siècle est également une époque de grande effervescence littéraire marquée par l'essor de l'humanisme et la redécouverte des textes antiques, mais aussi par la naissance de formes littéraires nouvelles et l'épanouissement de la poésie et du théâtre. La peinture et la sculpture française connaissent une transformation notable au XVIe siècle avec un mélange d'influences italiennes et d'évolutions propres à l'art français. Les artistes du XVIe siècle se tournent de plus en plus vers des sujets profanes tels que des sujets issus de la mythologie ou encore des portraits, et vers un traitement plus réaliste des figures humaines. L'architecture au XVIe siècle en France reflète également les grandes innovations de la Renaissance. Tout en conservant des éléments de la tradition médiévale, cette période voit l'apparition du style Renaissance,
qui mêle harmonieusement les influences italiennes, notamment de l'architecture romaine et la tradition française. Nous avons à titre d'exemple le château de Chambord. Ce château emblématique de l'architecture de la Renaissance en France est sans doute le plus grand symbole de cette évolution. Sa conception est attribuée à François Ier et Léonard de Vinci, qui a influencé certains aspects de sa structure, notamment l'escalier à double révolution. Le château de Chambord incarne le passage entre la fortification médiévale et la résidence royale Renaissance. L'émergence du centralisme monarchique. Le centralisme monarchique en France au XVIe siècle est une évolution politique majeure qui contribue à la formation de l'État moderne. Ce processus implique la consolidation du pouvoir royal, le renforcement de l'autorité monarchique et la centralisation de l'administration qui se distingue de l'époque médiévale où le pouvoir était largement dispersé entre le roi et les seigneurs locaux. Ce phénomène est surtout marqué par le règne de François Ier et ses successeurs, et il est le prélude à l'absolutisme royal qui se déploiera au XVIIe siècle, notamment sous Louis XIV. La diapo suivante est consacrée aux guerres de religion et leurs enjeux. Les guerres de religion en France, de 1562 à 1598, constituent un des épisodes les plus dramatiques et complexes de l'histoire du royaume. Marqué par un affrontement violent entre catholiques et protestants, les Huguenots, ces conflits n'étaient pas seulement religieux, mais aussi politiques, sociaux et économiques. Ils ont profondément modifié le paysage social et politique du royaume. Leur issue a contribué à la construction d'un État plus centralisé, tout en mettant en lumière les tensions entre le pouvoir royal et les factions internes. La réforme protestante et ses conséquences. La réforme protestante, lancée par Martin Luther en 1517, remet en question l'autorité de l'Église catholique, prônant la justification par la foi seule et la primauté des Écritures. Elle entraîne la division du christianisme en plusieurs branches, dont le luthéranisme et le calvinisme, et provoque des tensions religieuses majeures, notamment en France où les guerres de religion éclatent entre catholiques et protestants. En réponse, l'Église catholique lance la contre-réforme pour réaffirmer sa doctrine. La réforme a également des impacts durables sur la culture, l'éducation et l'économie avec la diffusion de la Bible en langue vernaculaire et le développement de l'éthique protestante considérée par certains comme un facteur de l'essor du capitalisme. Intéressons-nous maintenant un peu plus à la France en tant que puissance européenne émergente. Au XVIe siècle, la France émerge comme une puissance européenne majeure grâce à une centralisation du pouvoir monarchique sous François Ier et Henri II qui renforce l'autorité royale et l'unité du royaume. La France développe aussi son influence culturelle et militaire, notamment avec la Renaissance, le mécénat des arts, le soutien à l'humanisme, etc. Toutefois, le pays est secoué par les guerres de religion entre les catholiques et les protestants qui affaiblissent temporairement sa stabilité interne. Malgré ces troubles, la France reste un acteur clé en Europe, notamment en raison de ses ambitions territoriales et de sa diplomatie active. L'expansion territoriale, notamment par la guerre et les mariages dynastiques, permet à la France d'acquérir des régions stratégiques comme la Savoie, le pays de Gex et une partie des Pyrénées, tout en consolidant son emprise sur les Pays-Bas du Sud. La France cherche également à rivaliser avec les puissances voisines, notamment l'Espagne et l'Empire, pour accroître son influence en Europe. Nous arrivons maintenant à la diapo 9 où il s'agit de se concentrer sur l'humanisme au XVIe siècle. Le XVIe siècle marque une période d'épanouissement des arts et des lettres sous l'influence de l'Antiquité et de l'Italie. L'humanisme n'est autre qu'une quête de sagesse humaine. Il deviendra par la suite le courant de pensée dominant dans ce siècle. Quels sont les événements précurseurs de l'humanisme ?
Alors, les événements précurseurs de l'humanisme au XVIe siècle trouvent leurs racines dans plusieurs facteurs historiques majeurs qui ont profondément transformé l'Europe et ouvert la voie à un renouveau intellectuel. Tout d'abord, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1450 joue un rôle clé. Cette innovation permet la diffusion rapide et massive des textes, rendant les idées humanistes plus accessibles et favorisant la circulation des savoirs. L'imprimerie accélère l'essor de la Renaissance car elle permet à des œuvres classiques de se répandre en Europe, tout en démocratisant l'accès à la lecture et à l'éducation. Un autre événement fondamental est la chute de Constantinople en 1453 qui marque la fin de l'Empire byzantin et entraîne un exode massif de savants et de manuscrits antiques vers l'Occident. Ces intellectuels apportent avec eux une connaissance précieuse de la culture grecque et romaine qui inspire la redécouverte des textes classiques et alimente les idéaux humanistes. Enfin, les grandes découvertes géographiques comme les voyages de Christophe Colomb en 1492 qui a découvert les Amériques et de Vasco de Gama en 1498 élargissent les horizons de l'Europe et renforcent l'idée d'un monde vaste et interconnecté. Ces découvertes favorisent l'esprit d'aventure intellectuelle et la remise en question des dogmes traditionnels, une démarche essentielle à l'humanisme. Ensemble, ces événements préfigurent un changement de paradigme où l'homme se place désormais au centre de la réflexion et de l'action, redécouvrant sa capacité à transformer le monde par la raison, la science et la culture. Passons maintenant au TD de la séance. Il s'agit de travailler sur la lettre qu'a écrit Gargantua à son fils pour l'exhorter à apprendre un maximum de choses afin de devenir un érudit et un savant complet. Ceci faisant référence à l'humanisme prépondérant de l'époque. L'humanisme de Rabelais se manifeste à travers ses œuvres majeures, telles que son texte Gargantua et Pantagruel, où il célèbre la liberté de penser, l'éducation et la découverte du monde, tout en critiquant les institutions de son époque, notamment l'Église et la noblesse. Rabelais valorise la connaissance, l'esprit critique et l'importance du corps humain, tout en prônant un idéal de sagesse joyeuse et de vie pleinement vécu. Sa satire, nourrie d'humour et de farce, dénonce l'ignorance et les abus de pouvoir, incarnant ainsi l'esprit de la Renaissance qui met l'homme au centre du monde et cherche à libérer l'esprit des dogmes et des contraintes médiévales. Dans la lettre de Gargantua à son fils Pantagruel, Rabelais offre des conseils éducatifs qui incarnent sa vision humaniste de l'éducation. À travers cette lettre, il prône une éducation équilibrée, alliant à la fois la sagesse livresque et la formation pratique. Dans sa lettre, Gargantua conseille à son fils de ne pas se limiter à une simple accumulation de connaissances, mais de chercher à comprendre le monde, à développer son esprit critique et à cultiver l'esprit de curiosité. Il insiste aussi sur l'importance de l'amour paternel, témoignant d'un amour et d'une sollicitude paternelle qui ne cherche pas à imposer une autorité aveugle, mais à guider avec bienveillance et raison. Cette approche met en lumière un idéal éducatif fondé sur l'équilibre entre savoir, expérience et liberté de penser, soulignant l'importance de former des individus complets capables de mener une vie épanouie et réfléchie. Voici un extrait de la lettre de Gargantua à son fils Pantagruel qui figure dans la diapo numéro 14. C'est une lettre qui témoigne du gigantesque appétit de savoir qui se répand au XVIe siècle. Il s'agit d'une véritable renaissance qui associe la connaissance et la foi, un hymne à l'humanisme, Donc je vous demanderai de lire attentivement le texte, ensuite de répondre aux questions. Laissez-moi vous lire les questions. Alors, première question. Qui est l'émetteur de la lettre? Qui est son destinataire? Quel est le sens du verbe « j'entends » Trouvez 2 synonymes dans le texte.
Relevez les passages où transparaissent l'amour et l'affection que Gargantua porte à son fils. Question suivante. Je t'exhorte à employer ta jeunesse à bien développer savoir et vertu. Première question. Quel savoir Gargantua exige-t-il de son fils? Deuxième question. Quelles sont ces vertus dont il parle? Expliquez l'expression « un abîme de science ». Quelle est la place du savoir encyclopédique et quelle est celle de la morale dans l'éducation que souhaite Gargantua pour son fils? Justifiez votre réponse. En quoi la lettre de Gargantua à Pantagruel illustre-t-elle l'humanisme de la Renaissance? Voilà les questions auxquelles vous devez répondre en vous appuyant bien sûr sur le texte. Laissez-moi maintenant vous parler des personnages principaux inventés par Rabelais. Grangousier, Gargantua et Pantagruel. Alors, qui sont-ils? Ces personnages de l'œuvre de Rabelais forment une lignée de géants aux aventures extraordinaires, à la fois grotesques et philosophiques. Grangousier, le père de Gargantua, est un roi sage et bon vivant, qui incarne l'idéal du souverain généreux et humain, respectueux de ses sujets. Son fils, Gargantua, est un géant à la fois puissant et doté d'une grande intelligence, qui fait face à des défis liés à son éducation, à sa gouvernance et à la guerre. Pantagruel, quant à lui, c'est le fils de Gargantua. Il poursuit l'héritage familial avec encore plus d'esprit et de sagesse. Ces trois personnages, tout en étant des géants d'une taille démesurée, symbolisent l'humanisme de Rabelais, mêlant la satire sociale, l'éducation, l'esprit de curiosité et un amour de la liberté. Leurs aventures sont à la fois des récits comiques, philosophiques et éducatifs, mettant en question les valeurs de leur époque et exaltant le savoir et la recherche de la vérité. Voyons maintenant quel héritage nous ont transmis les penseurs et les écrivains humanistes de la Renaissance. L'héritage humaniste de la Renaissance a profondément influencé la culture, la pensée et les institutions européennes des siècles suivants. Il repose sur la redécouverte des textes antiques grecs et latins, valorisant la dignité et les capacités de l'homme tout en mettant l'accent sur l'éducation, la liberté de penser et l'esprit critique. L'humanisme a jeté les bases d'un nouveau rapport à la connaissance avec un intérêt accru pour les sciences, les arts et la philosophie en rupture avec la rigidité médiévale. Cet héritage a marqué un tournant dans la manière dont l'individu était perçu. L'homme n'est plus seulement un être soumis à des dogmes religieux, mais un acteur capable de raisonner, de s'élever par le savoir et de participer activement à la construction de la société. Dans la littérature, la philosophie, les arts et même la politique, l'humanisme a ouvert la voie à des idées novatrices telles que la liberté de conscience, l'égalité, l'émancipation intellectuelle et la recherche scientifique. La réforme protestante, les grandes découvertes géographiques, l'imprimerie et le développement de l'éducation se nourrissent de cet esprit humaniste en Europe, et plus particulièrement en France, transformant durablement l'Occident. L'humanisme a donc laissé un héritage durable qui a façonné la modernité, influençant la pensée des philosophes tels que Descartes, Spinoza et Kant, et a trouvé son écho dans les révolutions politiques et scientifiques des siècles suivants en Europe. Pour conclure ce cours, nous dirons que l'humanisme du XVIe siècle a été un véritable moteur de transformation pour l'Europe, marquant un tournant profond dans les domaines de la pensée, de la culture et de la société. Loin de se limiter à une simple redécouverte des classiques, il a promu une vision nouvelle de l'homme, valorisant sa liberté intellectuelle, sa capacité à raisonner et à s'élever par la connaissance.
Cette période a donné naissance à des idées qui ont nourri la réforme, les grandes découvertes, ainsi que des révolutions scientifiques et politiques. À travers des figures comme Rabelais, Erasme ou Montaigne, l'humanisme a posé en Europe les bases de la modernité en prônant un équilibre entre savoir, critique et épanouissement personnel. Cet héritage continue de nourrir nos réflexions sur la place de l'homme dans le monde, son rôle dans la société et son rapport à la vérité et à la religion. Je vous remercie.